Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur les communautés virtuelles. Les travaux de Kova, de Baghosi ont montré que un des apports d'Internet est d'avoir levé les frontières. Avant, les communautés, elles étaient principalement limitées par l'aspect géographique. On était dans des communautés autour de notre lieu d'habitation. Et aujourd'hui, grâce à Internet, les communautés sont devenues virtuelles. Il n'y a plus de frontières. Vous pouvez être dans une communauté de manga au Japon, comme dans une communauté de capoeira au Brésil, tout en habitant au Canada. Donc c'est une première évolution, c'est d'Internet, c'est d'avoir permis de lever ces frontières. Si on regarde les travaux de Schouten et Mac Alexander, les principaux marqueurs de la communauté, c'est premièrement la prise de conscience d'une connexion particulière entre les membres de la communauté. Deuxièmement, la présence de rituels et de traditions partagées qui vont permettre de faire vivre la communauté, de l'étendre et de lui créer une histoire. Et le troisième marqueur, c'est le sens du devoir et de la solidarité envers la communauté. Pour arriver à ces trois marqueurs, Schouten et Mac Alexander, ils ont passé une année dans la communauté Harley-Davidson, donc à traverser les États-Unis et à voir comment fonctionne cette communauté de bikers. Donc voilà le type de projet que vous pouvez faire si vous voulez faire un jour de la recherche en marketing, ce que je vous recommande vivement. Donc ils ont deux articles phares en 93 et en 95 donc, qui mettent en avant ces trois marqueurs. Ensuite, Muniz et Hawkin en 2001, ils ont dit oui mais la communauté des bikers c'est quand même une communauté très spécifique, très particulière. Je ne sais pas vous auditeurs si vous êtes un biker en Harley Davidson, mais tout le monde n'est pas biker. Donc eux ce qu'ils ont fait, ils ont cherché des marques plus grand public. Donc ils ont pris notamment Saab, Apple, pour voir si on retrouvait ces marqueurs au sein de ces communautés virtuelles de marques plus grand public qui touchent un plus grand nombre de personnes. Et leur résultat est d'avoir confirmé les travaux de Schouten et Mac Alexander, que ces trois marqueurs, la prise de conscience d'une connexion particulière, présence de rituels et de traditions partagées, sens du devoir et de solidarité envers la communauté, étaient également retrouvés dans ces communautés virtuelles plus grand public. Toujours sur ces communautés virtuelles, l'anthropologue Dunbar a, dans sa découverte, montré que pour qu'une communauté elle fonctionne bien, donc pour qu'un groupe d'individus fonctionne bien, il faut que le nombre soit limité entre 100 et 230 personnes, avec une valeur admise en pratique autour de 150 personnes. Son étude, ça a été sur différents primates, dont l'homme, de voir avec combien d'individus on est capable d'interagir, combien d'individus on peut avoir une communication fluide au sein d'un groupe. Et ce qu'il dit, c'est qu'au-delà de ce chiffre, il faut commencer à avoir une hiérarchie, à avoir une organisation de l'information. Tandis tant qu'on est dans un groupe entre 150 personnes, et ben, il y a une communication fluide. Donc avec, bien sûr, si on retourne sur le marketing numérique, la limite par exemple des pages Facebook, des pages fans autour des marques, où on a des milliers, voire des millions de fans qui sont donc là une communauté virtuelle réunie autour d'une marque. Mais selon ces travaux, il faudrait recréer des sous-groupes au sein de ces communautés virtuelles entre 100 et 230 personnes pour que ça puisse bien fonctionner. Différentes communautés virtuelles, vous avez par exemple la communauté virtuelle Sephora, communauté virtuelle Nutella, communauté virtuelle Star Wars. Et ces communautés virtuelles, elles réunissent un tellement grand nombre de fans qu'elles ont de plus en plus d'influence sur l'entreprise. Donc par exemple dans le cas de Star Wars, eh ben, elles sont en partie écoutées de temps en temps, George Lucas a fait fi de la vie des communautés virtuelles, mais c'est difficile de se passer de cet avis de ces millions de fans. On me dit qu'une marque, là si on prend les travaux par exemple de Cap Ferrer, et ben la marque, les individus, les consommateurs, ils ont une certaine vision de la marque. L'entreprise, l'organisation a une autre vision de la marque et il faut essayer de trouver des points de passage entre ces deux visions qui sont des fois similaires mais des fois qui peuvent être divergentes. Donc les communautés virtuelles, elles ont l'avantage
de promouvoir votre marque, de créer du bouche à oreille. Donc ce sont généralement des évangélistes de la marque. Mais l'inconvénient est aussi qu'elles peuvent prendre le pouvoir sur l'organisation et imposer certains choix. Par exemple, pour l'anecdote, Monopoly avait fait une campagne de crowdsourcing. C'était une ville en Belgique qui avait gagné, était la ville de Moncu. Monopoly n'a pas souhaité mettre cette ville pour les raisons que vous imaginez. Et la communauté virtuelle du Monopoly s'est offusquée et a lancé une campagne de boycott. Donc voilà, des fois c'est difficile de passer outre l'avis de la communauté virtuelle. Si on regarde l'évolution d'une communauté virtuelle, on a quatre grandes étapes. Vous avez la première étape, c'est la création de la communauté virtuelle. Donc les membres fondateurs créent un espace d'échange. En général, ils sont donc moins de 10 membres, moins de 10 fondateurs à vouloir créer une communauté virtuelle. Ensuite, vous avez les premiers pas, la communication. Donc vous allez avertir les internautes, vous allez promouvoir votre communauté virtuelle et vous allez donc commencer à augmenter votre nombre de membres actifs. Le troisième stade, c'est la coopération. C'est donc vous avez différents membres dans votre communauté virtuelle. Vous pouvez commencer à répartir les tâches, commencer à échanger avec les membres de la communauté virtuelle. Puis vous avez la quatrième phase, votre communauté virtuelle est grossie et il commence à y avoir de l'échange entre les membres, donc sans passer par les membres fondateurs. Donc là, à ce stade-là, ça peut commencer à être intéressant de faire des ethnographies, d'analyser les échanges entre consommateurs, de regarder, d'essayer de découvrir des insights marketing et de sonder régulièrement la vie de votre communauté virtuelle. Ensuite, si vous la sous-divisez pas en sous-groupes et que vous ne réussissez pas à l'animer, vous pouvez avoir la mort de la communauté ou la division de la communauté en plusieurs groupes et donc refaire le cycle de la vie de la communauté. Quelques recommandations pour les communautés virtuelles. Donc, selon Trevail en 2016, 4 recommandations. Il faut premièrement évaluer avec précision la quantité de travail nécessaire à l'animation d'une communauté. Souvent, on va mettre un stagiaire sur l'animation des réseaux sociaux et on sous-évalue le temps que prend l'animation d'une communauté virtuelle. Il faut régulièrement poster de l'information, régulièrement répondre aux commentaires, organiser des jeux concours et toute cette animation demande beaucoup de temps et c'est souvent sous-évalué. Deuxièmement, recruter des fans, mais aussi et surtout des participants. Vous pouvez avoir une communauté de millions de fans, mais si personne ne met jamais de posts, personne ne met jamais de commentaires, vous avez une communauté virtuelle qui vivote. Donc c'est important d'avoir des participants, des gens qui participent à votre communauté virtuelle et qui vous aident à créer et à animer votre communauté virtuelle. Troisièmement, mesurer le retour sur investissement. Il faut valoriser le travail qui est réalisé, il faut que les informations soient partagées avec le reste de l'entreprise et montrer l'intérêt de la communauté virtuelle pour les autres services de l'organisation. Et enfin, créer une marque pour votre communauté. Un exemple, dans la station de ski Val Thorens, d'où je viens, ils ont créé la marque Val Thorens United avec la communauté virtuelle donc, de Val Thorens, donc avec le côté United, on est tous unis autour de la station de ski. Et grâce à cette communauté virtuelle, ils gagnent régulièrement le concours de meilleure station de ski au monde. Parce qu'ils ont fédéré les consommateurs autour de la station de ski avec une marque propre qui est Val Thorens United, qui est un dérivé de la marque principale Val Thorens. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et permet aux membres de la communauté virtuelle de s'identifier à quelque chose et à l'organisation de mettre un marketing spécifique sur la communauté virtuelle. D'autres auteurs et leur recommandation, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter, donc selon Kleeman et Kennan dans un article publié en 2010. Ne pensez pas que vous pouvez simplement démarrer une communauté et la laisser vivre. Une communauté, il faut tout le temps l'animer pour qu'elle fonctionne. Votre communauté de marque, si vous faites rien, elle va mourir. Donc il faut tout le temps l'animer. Deuxièmement, ne pensez pas que la taille de la communauté est corrélée à la qualité. On en a un peu parlé, il vous faut des participants, il vous faut
une communauté active. On l'a vu aussi avec les travaux de Dunbar, quand on dépasse les 230 personnes, les individus, on va avoir du mal à échanger entre eux. Donc la taille de la communauté ne fait pas la qualité. Ne vous attendez pas à ce que les internautes participent sans contrepartie. Nous tous, nous sommes en permanence sollicités par des entreprises, par des actions humanitaires. Et donc, il y a tellement d'offres que pour que les internautes se mettent à participer à votre organisation, à votre proposition, eh ben, il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc ça peut être des contreparties financières, mais il y a aussi des contreparties. Par exemple, vous pouvez lancer un produit, le montrer en avant-première à votre communauté virtuelle avant de le mettre ailleurs. Il peut y avoir comme ça des gestes symboliques qui peuvent motiver les internautes à participer à votre communauté virtuelle. Quatrième conseil, ne pas vendre à votre communauté virtuelle. Ces individus, s'ils ont besoin d'acheter, ils iront sur votre site internet, ils iront dans votre boutique. Il ne faut pas les prendre pour des prospects ou des consommateurs et toujours les solliciter avec des choses à acheter. Cinquièmement, ne laissez pas tomber la balle. C'est-à-dire, vous ne savez pas, par exemple, votre produit, dans quelle couleur vous allez le lancer. Vous créez une communauté virtuelle, vous demandez voilà, quelques caractéristiques à votre communauté virtuelle, vous avez votre réponse, et là, vous arrêtez de vous occuper de votre communauté virtuelle. C'est ça l'idée de ne pas laisser tomber la balle. C'est ne pas juste aller chercher une réponse, mais continuer à interagir quotidiennement avec votre communauté virtuelle. Et le dernier conseil de cette étude de Kleeman et Kennan, c'est ne pas s'accaparer les données de la communauté. Il faut valoriser votre communauté, il faut partager les données avec les autres services de l'organisation. Il faut valoriser votre communauté et ça fera ressortir l'intérêt de votre travail de gestionnaire de communauté. Donc voilà les 6 conseils de Kleeman et Kennan. D'autres conseils au cas où la communauté virtuelle tournerait mal. Donc à cause de clients mécontents, à cause d'une baisse de la participation, une attaque de troll par la concurrence, différents événements qui peuvent nuire à votre communauté virtuelle. Pour cela, il faut faciliter la formation de sous-groupes. Si vous avez plusieurs sous-groupes et qu'il y a un sous-groupe qui est attaqué, ça peut limiter les dégâts. Déléguer le contrôle aux gestionnaires de sous-groupes, bénévoles, organiser des événements en ligne, récompenser la participation et reconnaître les contributions des membres. Favoriser le turnover. Les utilisateurs existants participent à de nouveaux projets tout en invitant de nouveaux membres à s'engager, qui est une rotation entre les membres de la communauté. Donc c'est selon les recommandations d'Iréberry et Leroy 2009 et Frick 2013. Ces communautés virtuelles, donc, elles génèrent beaucoup de données. Pour étudier ces données sur le plan marketing, on en a déjà un peu parlé, il faut réaliser une ethnographie. Donc selon les travaux de Cosinet 97, 99, 2001, 2002, 2008, donc qui est vraiment le père fondateur de la ethnographie. Donc on va retenir sa définition. La ethnographie ou l'ethnographie sur Internet est une nouvelle méthodologie de recherche qualitative qui adapte les techniques de recherche ethnographique pour étudier les cultures et les communautés qui émergent au travers des communications sur Internet. En tant que technique de recherche marketing, la ethnographie utilise les informations qui sont disponibles publiquement en ligne. Donc, plusieurs aspects, c'est de l'ethnographie, donc on étudie le comportement d'une tribu, d'une communauté, et on regarde les informations disponibles publiquement en ligne, donc on n'a pas besoin normalement de certificat éthique. On a vraiment, ce sont des données secondaires qui vont être utilisées pour essayer de découvrir des insights marketing. Je vous remercie pour cette attention vis-à-vis de cette capsule sur les communautés virtuelles. À bientôt!